Bonjour à toutes et à tous. Bonjour de la part des éditeurs Hachette Fleu et La Scuola qui sont avec vous cet après-midi et que je représente indignement. Mon nom est Nicolas Prinetti et je suis coordinateur éditorial pour Hachette Fleu auprès de La Scuola qui est le partenaire italien de Hachette Fleu. Et nous avons avec nous Maria Luisa Farinazzo qui gère le technique depuis Brescia. Merci Maria Luisa. Et surtout, nous avons avec nous cet après-midi Marilène Salido, qui est, Bonjour. bonjour, qui enseigne le français, qui est également examinatrice d'ELF à l'Alliance française de Bari avec un B, donc c'est dans les Pouilles. Et son expérience d'enseignement est particulièrement intéressante parce qu'elle a eu l'occasion de préparer les élèves aux épreuves et aux examens d'ELF soit en dehors des cours de français, c'est-à-dire dans les cours l'après-midi, lorsque on peut, grâce à des PON notamment, on peut organiser des cours finalisés à la préparation du DELF, soit au cours des leçons de français, donc au cours de l'horaire normal, préparer les élèves en même temps que l'activité de cours ou de l'activité de lectrice, dans le cas de ces heures de lectrice. Donc, il s'agit de sa part d'une compétence vraiment de tous les points de vue, soit du côté de l'enseignant, soit du côté de l'examinateur. Et cela nous est très utile, nous pensons, justement pour connaître toutes les astuces et toutes les techniques et toutes les méthodes qui peuvent nous aider pour bien préparer les élèves au DELF. Ensuite, quelques petites infos pratiques. Le webinaire de cet après-midi est enregistré, donc vous pourrez le revoir grâce au lien que vous recevrez suite au webinaire. Et cela vaut soit pour vous qui êtes en direct aujourd'hui, soit pour les personnes qui se sont inscrites mais qui ne peuvent pas participer en direct. Cependant, les participants en direct recevront également l'attestation de participation qui vaut donc pour les activités de formation pour les enseignants. Et donc, vous aurez l'attestation, l'enregistrement. Vous avez à votre disposition un chat, une petite fenêtre demande ou questions dans l'interface du webinaire. Vous pouvez l'utiliser pour vos réactions à ce dont nous parlera Marilène. Mais nous aurons également des occasions d'interaction à travers l'appli Mentimeter. Et à cette fin, Marilène, tout au long de son exposé, nous mettra à l'écran des codes QR qu'il faudra flasher avec le téléphone, soit une adresse web à taper et un code pour rentrer et pour réagir, répondre aux questions et aux interactions qu'elle nous proposera. Donc voilà, Marilène, je te laisse la parole et je te remercie pour être avec nous cet après-midi. Merci Nicolas. Alors merci à tous pour participer aussi nombreux à ce webinaire de cet après-midi, dans lequel on va essayer un petit peu de voir comment faire pour préparer nos élèves. Donc, je commencerai simplement par revenir un tout petit peu sur la présentation qu'a fait Nicolas, qui était très complète. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu le fruit de mon expérience comme professeur de conversation en langue française dans les lycées. Hein, c'est la première approche, c'est les premiers tests que j'ai pu faire en classe, donc le matin, hein, sur quand même un certain nombre d'heures restreint. Et également lors de la préparation des élèves au DELF, lors de PON, que je pense vous connaissez tous, hein, ces projets de renforcement de la langue qui nous permettent de préparer les élèves pendant 30 et voire pour les plus chanceux 60 heures de leçons pour nos élèves. Donc toutes les activités que je vais vous présenter aujourd'hui sont applicables bien sûr lors de PON puisqu'on a plus de temps, mais sont aussi envisageables dans les heures du matin puisque vous pourrez piocher selon vos disponibilités pour les appliquer à vos élèves. Et donc voilà. Et je suis aussi examinatrice d'ELF, donc à l'Alliance française
hein, puisque je pense que vous connaissez les alliances françaises qui sont sur le territoire avec les instituts français, les centres de passation auxquels vous devez faire référence pour faire passer vos élèves. Je commencerai par vous présenter les objectifs de ce webinaire. Donc, il s'agira en fait, dans un premier temps, de découvrir les certifications DELF junior et scolaire pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de préparer leurs élèves, mais aussi de redécouvrir les certifications, puisque l'on sait que depuis 2020, France Éducation Internationale, l'organisme qui s'occupe de la conception de ces certifications, injecte de nouveaux formats lors de la passation de ces certifications. Donc les changements ne sont pas énormes, mais il faut quand même être prêt à affronter ces questions qui ne sont plus des questions à réponse ouverte, mais sont des questions à réponse fermée, et le nombre de tâches qui sont demandées, qui sont un peu plus nombreuses. Donc ça, on va essayer de le voir aujourd'hui lors de ce webinaire. Le deuxième objectif sera celui, modestement, bien sûr, de découvrir et de s'approprier des outils simples et efficaces, parce que je sais, comme je vous l'ai dit, qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps dans la classe, si on doit le faire pendant nos heures du matin, et que c'est pas simple non plus de préparer des élèves qui ont parfois des niveaux un peu hétérogènes pour un DELF de niveau peut-être B1, B2. Donc, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est vraiment de vous proposer quelque chose de complet et aussi de rapide. Parce que je sais aussi que parfois pour les projets, ça commence un petit peu tard dans l'année, donc on doit faire des après-midi de 2-3 heures, donc on ne sait pas toujours comment s'orienter. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Donc la première question ah oui, alors j'oubliais, tout juste à titre informatif, toutes les exemples que je vous donne sont tirés des méthodes. Comme ça, si vous avez envie de retrouver, vous pouvez le retrouver sur le site ou dans les méthodes. Donc, je les ai utilisées dans mes classes, surtout le B1 et le B2. Donc, vous verrez que j'ai inséré pas mal d'exemples pour que ce soit un petit peu plus illustré. Donc, la première question que je vous poserai pour vous inviter à la réflexion, c'est pourquoi présenter ces élèves au DELF? Alors, si on réfléchit un petit peu, et bon, j'ai un peu posé des questions à mes collègues, etc., pour voir ce qu'ils répondaient, et c'est vrai que dans un premier temps, on se dit, bon, bah oui, j'ai envie de présenter mes élèves au DELF parce que j'ai envie qu'ils obtiennent quelque chose de concret, un morceau de papier qui atteste de leurs compétences. Ou parfois, c'est, bon, bah à l'école, on me demande de préparer le DELF, enfin, les élèves au DELF, pour montrer que l'école est capable de produire, d'avoir des élèves qui sont compétents en langue. Mais en fait, il y a beaucoup d'avantages à présenter ces élèves au DELF. Donc évidemment, c'est ce que je viens de vous notifier, c'est-à-dire que c'est une certification officielle en langue étrangère qui est reconnue dans le monde entier. Donc ça, c'est vrai que c'est l'argument qui tout de suite parle à tous. Le niveau B2 est souvent requis pour les études supérieures. Donc aujourd'hui, il est important de savoir que si on veut s'inscrire à l'université, on doit avoir le niveau B2. Donc même si vous préparez vos élèves au niveau A2 ou au niveau B1, c'est toujours une démarche, un début pour les porter jusqu'au B2. Et par exemple, c'est vrai qu'à l'université de la Sorbonne, aujourd'hui, on demande un C1 et un C2. Donc autant les préparer
dès le début pour pouvoir continuer leurs études s'ils le souhaitent dans un espace français ou francophone. C'est une manière également de valoriser les compétences de vos élèves en français parce que en leur faisant passer le DELF, ils peuvent renforcer la confiance en eux et se rendre compte que eh bien, ils ont le niveau B1, B2. Parce que souvent, dans les classes, je me rends compte, quand on demande aux élèves, vous voulez participer au DELF B1, à la préparation, ils ont souvent des représentations mentales négatives et se sous-évaluent en pensant, non, mais le B1, je ne réussirai jamais, etc. Et en fait, une fois qu'on les a préparés, on s'est exercé et qu'ils réussissent le DELF, ils se rendent compte qu'en fait, si ils ont un niveau B1, ils ont un niveau B2, ils sont capables. Et ça peut permettre aussi une certaine persévérance dans leur étude du français. Ici aussi, donc ça les motive de participer à un projet en commun. Une sorte de contrat d'apprentissage, d'enseignement se met en place entre nous, experts en préparation du DELF, et les élèves. Évidemment, il y a une portée qui sort de l'école puisque ce sera aussi pour eux un atout dans leur CV et dans le monde du travail. Et le dernier argument, et pas des moindres, c'est que ce diplôme est à vie. Donc, en comparaison avec d'autres certifications d'autres langues, le DELF est à une durée de vie illimitée. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour des motivations pour passer le DELF. Maintenant, comment préparer nos élèves, hein, c'est un petit peu ici le cœur du webinaire. Donc, pour commencer, eh bien, je vais m'adresser à vous. Donc, comme l'a dit Nicolas juste avant, nous allons procéder à notre première activité Mentimeter et j'aimerais que dans votre réponse à cette question, vous me fassiez part de vos propres expériences. Si vous avez déjà participé à une préparation DELF, quels sont vos trucs, vos astuces pour préparer vos élèves? Et si vous ne l'avez pas encore fait, comment vous imaginez une préparation au DELF? Donc vous allez voir, vous avez un code, il vous suffit d'aller sur le site et de répondre à cette question. Et ensuite, nous allons faire un petit retour. Voilà, normalement, vous devriez voir à l'écran le QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone portable. Sinon, vous pouvez taper sur votre navigateur www.menti.com et taper le code 71 93 57 78. Dans les deux cas, vous aurez accès à la question qui est comment prépareriez-vous vos élèves au DELF et nous allons voir tout de suite vos réponses à l'écran. Voilà. Donc vous pouvez, je vais vous montrer à nouveau le code et le code QR et vous pouvez taper directement vos réponses. On vous laisse quelques secondes pour accéder. Quelques secondes. Une minute tout au plus. Ok, très bien. Vous êtes rapide. Voilà, donc on commence à voir à l'écran les réponses défilées. Très bien. Alors, je vois. On travaille le lexique, donc compétences lexicales, avec des simulations. Le matin pendant les cours de français, en classe pendant l'heure de conversation, simulation et production orale. Beaucoup d'exercices de conversation appliquant la grammaire, donc le lexique, la grammaire. Organiser des cours et s'exercer avec des épreuves blanches, mais aussi inviter les élèves à lire et regarder des films en français. Très bien, donc à base de documents authentiques.
Moi, j'utilise le livre d'Elf en situation avec 8 simulations des épreuves. Ok, donc simulation, toujours simulation. En travaillant les 4 compétences simultanément avec des activités variées, avec des épreuves. Très bien. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres réponses. De la conversation, donc j'imagine beaucoup de production orale. Donc on a quand même, vous avez des petits niveaux, je vois A1, A2, avec des activités variées sur le lexique, la communication, la compréhension de l'oral, de l'écrit, développer les compétences en leur faisant écouter des textes. Donc vous utilisez tous une méthode, hein. Je vois que souvent il y a un livre de préparation et vous êtes centré sur les quatre compétences. Très bien, très très bien. Alors, vous avez des questions, vrai, faux, choix multiples, donc les types de questions qui sont proposées. Très bien, très bien. Alors, je pense que déjà, on a un état des lieux assez intéressant de vos pratiques de classe. Ok, activité d'écoute. D'accord, très bien. Bah, je pense Peut-être qu'on peut, reprendre on peut l'écran. s'arrêter. Oui, je reprends l'écran. Voilà. Alors, Maria-Louisa, Ok, grazie. très bien. Merci. Ok, très bien. Alors, ce qui est intéressant par rapport à vos réponses, d'ailleurs, merci d'avoir participé de manière intense, c'est surtout, on pratique l'exercice des 4 compétences qui sont demandées, des 4 activités langagières, à savoir la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, production orale et production écrite, et beaucoup de simulations d'épreuves blanches. Si je fais un résumé de ce que j'ai pu lire. Donc, par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai essayé un petit peu d'établir une liste euh, des stratégies d'enseignement, d'apprentissage que l'on pourrait utiliser pour assurer une préparation assez complète pour les niveaux A1, A2, B1 et B2. Donc, ça, je crois que je l'ai pas forcément vu, mais dans un premier temps, on va voir ensemble comment bien connaître l'examen. D'accord? Ici, il est important de savoir quel type d'épreuve on doit affronter pour chaque compétence. Ensuite, travailler la méthodologie avant de faire les exercices. Donc, on reviendra sur la notion de méthodologie. Qu'est-ce qu'on attend comme méthodologie pour la préparation au DELF? Travailler une compétence à la fois en répétant les exercices de façon variée. C'est ce que j'ai l'impression que vous faites en classe, vu vos réponses. Favoriser l'entraînement de la production orale en classe. Ça aussi, j'ai noté que vous avez surtout... vous avez beaucoup parlé de la production orale. Pratiquer l'évaluation et l'auto-évaluation. Ça aussi, on a retrouvé par rapport aux épreuves blanches et aux simulations que vous faites faire à vos élèves. Et enfin, l'évaluation et ensuite les examens blancs que vous faites faire à vos élèves. Donc, ces 6 stratégies, ce sont les 6 stratégies que je vais vous proposer aujourd'hui et on va voir comment appliquer concrètement en classe avec des exemples. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais ça peut être des pistes pour vous inspirer dans vos cours. Donc, la première, c'est faire bien découvrir à vos élèves le DELF junior scolaire. Donc, qu'est-ce que j'entends par faire découvrir les modalités du DELF? Eh bien, ici, il s'agit surtout de la modalité de contrôle des connaissances. Combien d'épreuves je vais avoir, leur nature, leur durée, quelle est la note
que vont devoir avoir les élèves pour réussir l'examen. Comment va se passer la convocation aux examens? Le déroulement des épreuves. Est-ce que j'ai une épreuve, une compétence qui va être évaluée de manière collective, une compétence qui va être évaluée de manière individuelle? Mais il s'agit aussi de savoir qui va évaluer les élèves. Le jury est-il composé de 2 personnes pour certains niveaux? Et également, le résultat, comment ça se passe pour avoir l'attestation, pour avoir la certification. Donc voilà, c'est tout ce qui est le cœur de l'examen en lui-même. Donc, première activité possible pour faire découvrir à nos élèves l'examen du DELF. Alors, dans le livre que je vous ai présenté, ici nous avons le livre de niveau B1. Vous avez toujours une section au début du livre qui s'intitule « Je découvre le DELF ». Donc cette section est très intéressante puisque vous avez, par le biais de documents authentiques, puisque en fait ici on voit que nous avons un diplôme, un vrai diplôme de DELF, le verso, avec les notes, hein, comme on peut le retrouver lorsque vous obtenez la certification. Et on vous pose des questions. Excusez-moi, c'est un peu rapide. Des questions afin de comprendre toutes les composantes de ce diplôme. Donc, par exemple, il y a combien de notes? Ici, on voit que nous avons 4 notes et une note finale. Les 4 premières notes sont sur combien de points? Donc, ici, on peut comprendre que chaque épreuve est évaluée sur 25. Quelle est la note finale du candidat? Ou combien il faut avoir de points pour obtenir le diplôme? Donc déjà, on rentre petit à petit dans ce que c'est le DELF et quels sont les objectifs que nous allons nous fixer pour réussir. Marilène, est-ce que je peux t'interrompre une minute? Parce Oui, bien que sûr. nous avons eu une question de Madame Guicard qui concernait justement les notes. Et la question Oui. est la suivante. On passe le DELF avec quelle note? C'est-à-dire, quel est le minimum pour passer l'examen? Et si on ne passe pas la production écrite, est-ce qu'on peut continuer les autres parties de l'examen? Alors, pour obtenir le DELF, et ça c'est quelque chose que les élèves adorent savoir, c'est qu'il faut simplement avoir 50 sur 100, la moitié. Mais il y a quand même un mais, puisque nous sommes dans une évaluation de compétences globales, hein, donc c'est pas simplement juste la production écrite, juste la compréhension des écrits. Si dans une des compétences, nous avons en dessous de 5 points sur 25, nous sommes éliminés au DELF. Hein. Il faut quand même assurer un minimum pour montrer que notre niveau A2, B1, B2 est global, aussi bien dans les productions que dans les compréhensions. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc voilà. Si ce n'est pas le cas, j'invite les participants à écrire dans Voilà, le chat n'hésitez pas. et N'hésitez pas. je me permettrai de t'interrompre si un sujet Oui, bien sûr, nécessite n'hésitez une pas. Hein. question. C'est quand même plus agréable d'avoir une interaction, de pouvoir parler ensemble. Donc voilà, donc ça c'est une première partie sur je découvre le DELF. Et donc en fait, on voit que pour chaque compétence demandée, il y a toujours la section je découvre. Donc comme ici, on voit une épreuve de production écrite. Donc, en quoi consiste l'épreuve de production écrite lorsque je vais la faire, lorsque je vais être présent physiquement à l'Alliance française ou à l'Institut français? Eh bien, par exemple, la production écrite, est-ce que c'est une épreuve collective ou est-ce que c'est une épreuve individuelle? Combien de temps au niveau B1 j'ai pour faire mon épreuve de production écrite? Donc, de cette manière, on va déjà fixer chez l'élève des savoirs de savoir
être lors et savoir-faire pour son examen. Donc ça, c'est la première chose que nous pouvons faire de manière rapide et efficace avec le livre. Si, imaginons que vous n'avez pas beaucoup de temps imparti pour pratiquer cette activité en classe. Eh bien, vous pouvez très bien demander à vos élèves en autonomie de faire ce même style de questions grâce aux vidéos que vous avez sur le site de Hachette. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, si vous allez sur le site delph.hachettefleu.fr, vous avez tout en bas des activités interactives. Et donc, vous pouvez très bien demander à vos élèves de faire ces activités à la maison et même, pourquoi pas, de la proposer en classe inversée et de la fois d'après raconter ce qu'il a découvert pendant ces questions. Donc, vous voyez ici, vous avez le même type de questions, donc toujours sur la base de documents authentiques. Ici, nous avons la première page de l'examen et l'élève doit répondre à ces questions et ensuite s'évaluer et voir si tout est bien compris. Donc ça, c'est une autre possibilité. Quand on n'a pas de temps en classe, on peut leur demander de le faire à la maison. Donc, deuxième possibilité, hop, je retourne sur mon PowerPoint. Voilà. Oups. Voilà. Troisième possibilité, si vous avez plus de temps et que vous avez envie d'être un peu plus, d'animer votre classe et de susciter en eux l'esprit de compétition, eh bien, vous pouvez très bien reprendre toutes ces questions et les proposer sous la forme d'un questionnaire. Alors, je pense que vous connaissez Kahoot. Ce n'est pas un Kahoot, mais ça reprend le principe. Donc, je vous propose de le faire ensemble. Nous avons ici 6 questions rapides sur un test de connaissance de l'examen. Donc, on va voir si vous connaissez bien l'examen du DELF. Donc, je vous invite de nouveau à prendre votre téléphone, à vous connecter sur Mentimeter, insérer le code et on va voir si vous avez de bonnes connaissances par rapport à l'examen. Donc, je pense que nous pouvons le lancer. Voilà. Très bien. Je vais juste encore montrer les instructions. Oui. Je vois que vous êtes nombreux. Première question, à qui s'adresse le DELF junior scolaire? Aux adolescents dans l'enseignement scolaire, aux adultes, aux élèves de l'école primaire. Très bien, vous avez tous trouvé la bonne réponse puisque pour l'école primaire, c'est quand même plutôt le DELF prime. Hein. Pour les adolescents, c'est le DELF junior et scolaire. Très bien, on peut passer à la deuxième question.
Ah, très bien, Katerina, la plus rapide. Je pense, Katerina. Donc ça, si vous avez été attentif, normalement, ça doit être très facile. Là, normalement, il s'agit toujours du même code QR et Oui, je vais normalement, c'est... défiler les questions les unes après les autres. Bon, c'est pas grave, sinon on peut passer à la troisième question, mais effectivement, vous avez tous été attentifs et vous savez que si on descend en dessous de 5 points, eh bien malheureusement, on est éliminé, même si on a 25 dans les autres compétences. Là aussi, je pense que c'est assez facile. Très bien, oui. 50, c'est notre objectif, toujours en pensant à une note minimale de 5, évidemment. Hmm, vous êtes presque tous à égalité. Très bien. Quelle est la durée de validité du diplôme? Il a une durée de vie illimitée. Je vais juste montrer encore une fois le QR code qui n'a pas changé, hein, donc c'est toujours le même Oui. depuis le coup de cette séquence. Parce que je le montre parce que j'ai vu que dans le chat, Il y avait des des problèmes? inscriptions nous demandent juste de montrer à nouveau le code pour se connecter. Voilà. D'accord. Vous trouvez le code aussi tout en haut hein, de la diapositive. Lors de l'épreuve du DEL scolaire A2, on ne vous demande pas de, alors je lis si c'est un peu petit, répondre à des questions de compréhension orale, répondre à des questions de compréhension écrite, répondre à des questions de grammaire, savoir écrire un mail et faire un monologue de 2 minutes sur un sujet de vie quotidienne. Oui, très bien. On ne pose absolument pas de questions de grammaire. Évidemment, la grammaire compte, hein, mais elle ne compte pas directement. Ah, nous avons toujours 4 en pole position. Très rapide. Avant-dernière question. Lors des épreuves collectives du DELF B2, j'ai le droit d'utiliser un dictionnaire.
Et oui, non. Hein, le dictionnaire, c'est C1, C2 et pour certaines compétences. Très bien. Et la dernière question, pour voir le vainqueur. Le DELF junior scolaire est très différent du DELF tout public. Alors là, c'est un peu partagé, effectivement, on ne sait pas trop. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la difficulté, pas du tout. Hein. Le DELF junior scolaire, c'est simplement un DELF qui a des thématiques qui sont pour les adolescents. Donc c'est beaucoup plus adapté pour vos élèves, puisque déjà avec vous, pendant vos cours, ils sont habitués aux thématiques d'adolescents, de la vie quotidienne, etc. Donc ce n'est pas très différent dans la modalité, simplement dans la thématique, c'est un petit peu plus différent. On évitera de poser des questions sur le travail ou la parentalité, par exemple. Hein, mais c'est les seules différences que nous avons. Voilà, donc vous avez un exemple d'un processus de transformation en jeu pour que ce soit plus sympathique. Et ça peut très bien se faire comme découverte, mais aussi in itinéré pour vérifier que tout va bien, ou juste avant de passer les examens pour un peu comme ça déstresser nos élèves. Très bien, donc voici notre première stratégie d'apprentissage, bien connaître l'examen. Je vais continuer avec notre deuxième stratégie qui selon moi est quand même important à appliquer, c'est travailler sur la méthodologie ou la méthode de l'examen. Alors, avant d'en parler, je reviens avec vous sur le concept de méthode et de méthodologie. Alors, dans ces colonnes, vous avez à gauche une définition qui correspond à méthodologie ou à méthode, et la même chose à droite. Donc, je vous laisse réfléchir un tout petit peu et essayer de me dire si c'est à gauche, c'est méthodologie, ou à droite, méthode, et vice-versa. Je pense que vous avez eu le temps de réfléchir, de voir. Donc, le premier terme... Ah non, je voulais dire, vous pouvez répondre sur le chat aux sollicitations Hein, de Marie-Hélène sur le... voilà. Et d'ailleurs, j'en profite juste, vu que je t'ai interrompu, excuse-moi, pour t'inviter, lorsque le discours s'y prête, à signaler les caractéristiques du nouveau DELF, c'est-à-dire du nouveau format d'épreuve par rapport à l'ancien, parce que plusieurs participants nous demandent juste de préciser quelles sont les nouveautés du nouveau format quand le discours s'y prête. Voilà. Merci. D'accord, très bien, je reviendrai avec vous et je vous conseillerais d'ailleurs à la fin, si vous voulez, sur le site France Éducation Internationale, il y a un PDF très très utile avec toutes les modifications par niveau, très très bien expliquées et je pense que c'est amplement suffisant pour comprendre les nouveaux formats qui sont pas vraiment différents. La difficulté, il n'y a pas vraiment de changement, hein, c'est vraiment la disparition des questions ouvertes au profit de questions fermées et un peu plus de tâches. Mais on va les voir, ces tâches. Alors, la première définition correspond à la méthode. Hein, le terme méthode peut être compris de deux façons différentes. C'est-à-dire que ça peut être ou le matériel, hein, notre livre, les vidéos qu'on utilise, tous les supports, ou eh bien, les règles, les procédés que l'on va mettre en œuvre pour enseigner à nos élèves. Alors que le terme méthodologie, on peut désigner l'étude des méthodes et comment on les applique, mais dans notre cas,
hein, et ce qu'on va essayer un peu de faire travailler aux élèves, c'est le savoir-faire que l'élève va devoir développer dans un domaine ou dans une tâche. Donc ici, ça va être une tâche d'écrire une lettre formelle, d'écrire un mail, etc. Et donc, par le biais de son expérience, hein, capitaliser ce savoir de procédure. Donc ici, nous avons, juste après la section Je découvre le DELF, nous avons une section Je m'entraîne. Et la chose intéressante, c'est que à chaque fois, avant de commencer les exercices d'entraînement, hein, que l'on fait tous en classe, on a toujours une approche d'analyse sur le sujet proposé pour chaque épreuve. Parce que je ne sais pas vous, mais quand je prépare les élèves, par exemple pour la production écrite, les élèves, ils partent tout de suite. Ils ont envie d'écrire, alors des fois ils produisent des écrits complètement désorganisés, c'est brouillon, c'est sale, etc. Ils n'ont pas vraiment de méthodologie. Donc, ce qui est intéressant, en fait, ici, c'est que de manière simple, on a la méthodologie pour décortiquer le sujet. Donc, vous voyez ici, vous avez un sujet, un essai de niveau B1. Donc, je dois écrire un message sur un forum internet pour donner mon avis. Sujet basique. Donc, la première étape que l'élève devra, le candidat devra appliquer, c'est comprendre le sujet. Alors, comment je vais comprendre ce sujet? Eh bien, je vais me demander quel est le thème du sujet, à qui je vais écrire, quel type de texte? Est-ce que c'est une lettre, une carte postale, un courriel, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on aura bien compris, bien cerné le sujet et bien compris le type de production qu'on va devoir faire, eh bien, on va commencer à préparer notre production. Donc, on va essayer de voir si c'est une lettre amicale et si je dois utiliser le tutoiement, qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur de mon écrit, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant parce que l'élève est obligé de réfléchir à ce qu'il va devoir faire. Il part pas tout de suite, comme on dit en italien, in quarta, et a envie d'écrire juste parce qu'il est stressé. Alors, c'est vraiment important, je pense, de lui dire à chaque fois, il faut décortiquer le sujet parce qu'on sait très bien que un sujet bien compris, c'est déjà la moitié du travail de fait. Donc ça, c'est une possibilité, une méthodologie possible pour le B1. Et la même chose, par exemple, je pense au niveau B2, où on a une lettre formelle qui respecte une méthodologie particulière. Donc ici, on a la structure avec un exercice classique sur les parties, les différentes parties. Et chose qui pour moi est vraiment intéressante dans la classe, c'est d'avoir ici, on a une lettre formelle, les élèves doivent la remettre dans l'ordre. Et c'est important parce que ça nous donne un exemple. Hein. Notre objectif, ça va être de réaliser une lettre formelle de la même manière. Donc, ça sert vraiment à fixer dès le départ les étapes, les procédés que l'on va utiliser pour réaliser une bonne production écrite. Donc voilà. La chose aussi intéressante, c'est que l'on a une méthodologie aussi du savoir agir, savoir faire lorsqu'on est à l'examen. Donc, comment on fait concrètement pour analyser un sujet? On va lire plusieurs fois, on va entourer, on va se demander le ton, on va utiliser notre brouillon. Souvent, les élèves, ils ont tendance à laisser de côté le brouillon. Et tout juste en bas aussi, vous avez comment gérer les 45 minutes de l'épreuve. Et ça, c'est très utile parce que les élèves, en général, ils terminent avant. Enfin, ils savent pas bien gérer le temps. Donc, le temps, ça se gère évidemment dans les simulations, mais aussi en leur donnant les éléments avant pour bien comprendre comment ils doivent agir. Donc ça, c'est vraiment très, très utile et les élèves l'assimilent vraiment assez rapidement. Troisième stratégie, troisième possibilité, c'est travailler une compétence à la fois. Alors, on va revenir sur la notion de compétence, toujours avec un texte lacunaire qui met
en évidence la définition de connaissance et de compétence. Alors, la même chose de ce que je vous avais dit juste avant. On va compléter ensemble la définition. Donc ici, nous avons le premier terme, c'est compétence ou connaissance. Alors, on va vérifier tout de suite. La connaissance s'applique au savoir théorique, technique qui s'acquiert par formation. Expérience professionnelle ou extra-professionnelle. La compétence ajoute une dimension pratique, l'habileté de mise en preuve et des connaissances, des savoir-faire et des comportements. Elle est évaluable. Et la définition de l'éducation nationale, la personne compétente possède les indispensables connaissances pour exercer la compétence demandée. Elle dispose de la capacité pour réaliser les tâches qui lui sont dédiées. Elle est en mesure d'adopter les attitudes adéquates pour affronter les situations spécifiques. Alors, faut-il travailler la connaissance ou la compétence et ou les deux à la fois? Alors, je vous propose une vidéo assez rapide de nos confrères québécois pour comprendre un petit peu ce qu'est le travail, l'approche par compétence. Et ensuite, on verra comment l'appliquer en classe. Savoir essentiel et approche par compétence. Est-ce que ça va ensemble? L'approche par compétence, ça implique qu'on enseigne aux élèves les habiletés nécessaires pour qu'ils soient capables de déployer des stratégies et résoudre des problèmes tout seuls. Les savoirs essentiels, ce sont plutôt les petites briques qui composent une discipline. En français, ce sont les verbes, la conjugaison, la syntaxe. En maths, c'est enseigner aux élèves des formules et comment calculer une foule de trucs. Dans les écoles, mettre l'accent sur les savoirs essentiels, c'est ce que les profs font depuis toujours. Est-ce que ça signifie pour autant que c'est mal d'enseigner les savoirs essentiels? De nos jours, quelle est la place des savoirs essentiels dans une approche par compétence? Disons simplement qu'on en a besoin. Une légende abracadabrante veut que dans une approche par compétence, il ne faut plus enseigner les savoirs essentiels. Dans un cours fondé sur le développement des compétences, on peut quand même se servir de temps en temps de modules ou d'activités pour enseigner des savoirs essentiels de la même manière qu'on le faisait avant. Concrètement, ça veut dire que si vous êtes prof de français, vous donnez quand même une feuille remplie d'exercices de grammaire et que si vous êtes prof de maths, vous distribuez une série d'équations à résoudre. Est-ce qu'on doit vous condamner pour ça? Est-ce que ça fait de vous un réactionnaire? Ben non. L'apprentissage ne s'arrête simplement pas au seul savoir essentiel. Ils ne sont que les petites briques d'un plus gros ouvrage. Une autre manière d'enseigner les savoirs essentiels, c'est justement de les mobiliser quand on développe une compétence à travers une situation d'apprentissage. En gros, les savoirs essentiels constituent la colonne vertébrale de n'importe quel cours axé sur le développement de compétences. C'est simplement un ingrédient. Oh, et j'aime la nourriture. Vous allez donc vous farcir une de mes métaphores alimentaires. Les savoirs essentiels, c'est comme le sucre dans une recette de gâteau. Ça serait vraiment dégueulasse si on mangeait un gros bol de sucre. C'est du gâteau qu'on veut. Si toutefois on intègre le sucre à la recette de base, qu'on le mélange avec les autres ingrédients, ben là, du bon gâteau. La portion savoir essentiel, ce n'est que ça. Un ingrédient comme le sucre, l'huile, les œufs. L'approche par compétence, c'est comme faire de la cuisine, c'est-à-dire savoir comment mettre tout ça ensemble. Pas d'ingrédients, pas de gâteau. Pas de stratégie pour mettre tout ça ensemble? Ben ça ne fait qu'une pâte louche et difforme. Wesh! En conclusion, évitons donc d'axer les apprentissages uniquement sur les savoirs essentiels. Nos élèves les maîtriseront davantage s'ils ont l'occasion de s'en servir dans le cadre d'une situation d'apprentissage ou quand ils mobilisent pour une activité ou un exercice plus traditionnel. Alors, si vous prenez le temps de brasser savamment vos ingrédients comme dans ma métaphore alimentaire, c'est là que les savoirs essentiels vont devenir compatibles avec l'approche par compétence. Et ça,
c'est du gâteau. Très bien. Donc, effectivement, on voit bien que ici, il faut travailler connaissances et compétences. Et on va essayer d'enseigner la cuisine à nos élèves, la cuisine de la langue française. Alors, alors, quelles compétences pour le DEF junior et scolaire? Alors, quelles sont les compétences qu'on va nous demander? Donc, la même chose, avant-dernière activité Metimeter. Une seule question, je vous demande, selon vous, quelle est la compétence la plus importante pour préparer nos élèves au DELF? Voilà donc tout d'abord le code QR à scanner comme d'habitude ou le code à taper si vous voulez taper l'adresse sur votre navigateur. Je vous le laisse quelques secondes pour vous laisser le temps d'accéder. Voilà. Alors, est-ce que c'est la compétence linguistique, pragmatique, sociolinguistique? Alors, je vais vous remettre juste un petit instant le code QR. Mhm. Ça bouge. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a un combat entre la compétence sociolinguistique et linguistique. Ah, la compétence linguistique est passée en première position. Mais la compétence pragmatique ne plaît pas, ne plaît pas. Elle est laissée à l'abandon. Ah, la Ok. Bon, on voit, bon, quand même, je trouve que c'est assez intéressant ce sondage, puisqu'en fait, bon, il y avait, on va dire, un petit piège dans ce sondage, puisqu'en fait, toutes ces compétences sont importantes pour travailler la préparation du DELF. Puisqu'en fait, ces compétences font partie de la compétence à communiquer et qui va être évaluée euh, du DELF sous forme de 4 activités langagières, puisqu'on nous avons les activités de réception, de lire et d'écouter, et de production, parler et écrire. Donc en fait, vous avez ces compétences. Vous avez la compétence linguistique qui se réfère au code linguistique, à partir desquels les messages peuvent être élaborés. Donc, c'est à l'intérieur de cette compétence linguistique qu'on va avoir la grammaire, le lexique, la phonologie, la sémantique, l'orthographe. Puis, nous avons la compétence, la deuxième que vous avez choisie, sociolinguistique. Ici, c'est la langue comme reflet de la société. Et il faut connaître un petit peu les règles sociales et les normes d'interaction avec cette langue. Donc c'est tout ce qui est marqueur des relations sociales, les règles de politesse, les expressions, les différences de rejet, l'argot, l'accent, etc. Et enfin, celle que vous avez laissée un petit peu de côté, la compétence pragmatique, c'est comment organiser son message. C'est-à-dire comment on organise une phrase, comment on peut structurer son discours, etc., etc. Donc ces compétences sont les compétences attendues pour aux élèves du DELF. Alors, comment travailler sur ces compétences? Ici, en fait,
comme je vous l'ai dit, le livre est séparé en 4 grandes parties qui correspondent aux épreuves, donc compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Et donc, vous avez donc, dans la section Je m'entraîne des exercices qui sont organisés sous forme de tâches qui modélisent ces compétences. Hein, puisque par exemple au niveau A2, vous avez je comprends une annonce et des instructions orales pour la partie de compréhension orale. Vous avez pour la partie de compréhension des écrits, je sais lire une correspondance et la comprendre. Pour la partie production écrite, je sais inviter, remercier, m'excuser, demander des informations, informer, féliciter. Donc, cet apprentissage, en fait, par compétence est assez complète, puisque, en fait, ici, il s'agit de donner du sens. Hein. On ne va pas dire je vais juste apprendre la conjugaison pour avoir pour le connaître et ma culture personnelle. C'est très bien, d'accord. Mais ici, on va l'impliquer dans une tâche. Je sais la conjugaison du verbe s'excuser, puisque si je dois écrire dans une production écrite un message où je vais m'excuser, eh bien, ça a un sens. Je vais transmettre un message, je vais savoir transmettre un message d'excuse. Ça permet aussi de différencier la pédagogie, hein, puisque ici, en fait, en travaillant précisément sur certaines tâches, on peut voir si un ensemble de compétences a été validé et procéder à une remédiation si possible, si besoin. Ça permet aussi de rompre avec l'évaluation traditionnelle, chiffrée, qui est assez anxiogène, puisque mettre une note, ça peut perturber les élèves, enfin, certains élèves. Ici, l'évaluation par compétence, c'est surtout je suis capable de, je sais faire. Donc c'est beaucoup moins brut, je vais dire brutal pour nos candidats. Ça permet aussi de faire évaluer les pratiques d'enseignement, puisque là je me pose comme un guide pour l'élève qui est acteur de son apprentissage. Hein. C'est lui le protagoniste. Ça permet aussi d'utiliser l'interdisciplinarité, puisqu'on peut faire des comparaisons avec l'italien. En Italie, comment on écrit une lettre formelle, mais on peut faire appel aux autres langues, en anglais, en espagnol. Et enfin, ça nous permet de rester en cohérence avec le CECRL, qui est quand même le socle que nous nous sommes donnés en tant que citoyens européens plurilingues et en tant que formateurs de ces citoyens européens plurilingues. Donc, il y a beaucoup, comme vous voyez, d'avantages. Avant-dernière, non, pas avant-dernière, c'est la quatrième, oui, répéter les exercices de façon variée. Là, je vais un peu. Donc, la répétition, c'est la clé de toute forme d'apprentissage, non, pour que ce soit durable, global et intégré. Le problème, c'est voilà comment ça se passe. La répétition, on sait que ça permet d'intégrer un savoir bon, je ne veux pas être une scientifique, mais on a une connexion de neurones qui, par le biais de la répétition et la révision, permet d'ancrer les informations en mémoire, dans la mémoire à long terme, mémoire que l'on va solliciter dans justement la pratique de ces tâches, de la résolution de ces tâches. Le gros problème, la grosse limite de la répétition et de la révision, c'est l'ennui. Hein. Répéter, c'est bien, mais comment le faire de manière à ne pas s'ennuyer et à ne pas démotiver l'élève. Donc, pour ma part, dans mes classes, j'essaie, dans la mesure du possible, de m'appuyer sur les intelligences multiples, puisque, en fait, évidemment, l'épreuve du DELF quand même sollicite plutôt une intelligence verbo-linguistique que l'on voit ici, hein, la capacité à penser, à saisir, à exprimer des idées. Donc pour un élève qui possède une de ces intelligences, ça va être plus facile. Mais si on a un élève qui est plutôt dans une intelligence interpersonnelle, qui a besoin d'agir, de réagir avec les autres, on va organiser peut-être des travaux de groupe, une élaboration commune d'une production écrite, de manière à ce qu'il puisse se confronter et favoriser un tutorat entre pairs, par exemple. Hein.
pour s'aider les uns les autres. Je pense également à l'intelligence corporelle kinesthésique. Ici, les élèves qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de lier leur corps aux connaissances qu'ils vont apprendre. Et bien là, par exemple, je pense à la production orale, on va leur demander de théâtraliser, de jouer la scène de l'examinateur et du candidat qui va passer un examen. Donc voilà, essayez vraiment de varier les supports, les activités pour que les élèves ne s'ennuient pas, parce que c'est vrai que ça pourrait être la limite. Je vous ai mis ici quelques stratégies pour bien mémoriser, qu'on a déjà vues, et surtout qui va nous permettre de passer à la compétence, enfin à la stratégie d'apprentissage qui peut un peu justement sortir les élèves de l'ennui. Donc on a vu que donner du sens, se projeter, c'est important dans la réalisation de tâches pour motiver les élèves et leur faire mémoriser les savoir-être et les savoir-faire. Structurer toutes ces informations sous forme de principes, de règles. S'entraîner évidemment, hein, donc là c'est vrai que par exemple dans le livre que je vous ai montré, il y a vraiment beaucoup d'activités. En 30 heures, on finit pas le livre, mais on peut faire vraiment beaucoup de choses. Associer, essayer de se créer des astuces, des trucs pour bien se rappeler que pour telle ou telle tâche, pour telle ou telle compétence, je vais solliciter telle ou telle connaissance. Automatiser puis oublier. Donc ça, ce qui est bien, c'est que comme c'est séparé par exercice, on peut très bien travailler sur la compréhension orale, s'arrêter pendant quelques séances, repartir sur la compréhension des écrits, puis revenir de manière à solliciter les informations qui sont stockées et les avoir bien présentes à l'esprit. Et puis, je terminerai surtout par réinvestir. Une fois que vous avez donné les connaissances et les savoir-faire à vos élèves, une activité que j'ai proposée pour réinvestir de manière globale se base sur la notion de transfert, d'accord, de transfert de toutes les compétences, de tous les savoir-faire que j'ai appris dans une tâche complexe que je vais vous présenter et qui va intervenir dans l'entraînement de la production orale en classe. Donc la production orale en classe, pourquoi j'ai choisi de me baser de faire un focus sur la production orale, c'est parce que c'est la seule épreuve où l'élève est seul. D'accord, il est seul face à un examinateur, donc c'est pas forcément facile de se présenter tout seul. Pour beaucoup, c'est leur premier examen. Donc, comment un peu travailler avec eux, les rassurer, etc. Donc, j'ai proposé à mes élèves un projet sur lequel il s'agissait en fait d'élaborer eux-mêmes des savoirs, hein, et on va voir comment, afin de favoriser chez eux la motivation par réalisation d'un projet qu'ils vont réaliser vraiment du début jusqu'à la fin. Encore, ça va leur donner du sens à leur apprentissage et ça va mobiliser l'ensemble des compétences que nous avons étudiées précédemment. Alors, qu'est-ce que je propose aux élèves pour s'entraîner à la production orale? Donc, je propose, donc là, c'est un projet que j'ai eu la chance de réaliser pendant 30 heures de préparation, pendant un PON seulement pour la production orale. Mais je pense que ça peut être quand même applicable le matin parce que les élèves sont assez rapides dans la manipulation des outils numériques. Donc, il s'agit ici en fait de faire réaliser à ces élèves une capsule vidéo sur le DELF. Donc, je reviens rapidement sur ce que c'est une capsule vidéo. Une vidéo courte de 6 minutes scénarisée traitant d'un sujet, d'une notion ou d'un thème. Donc l'objectif, c'est de faire réaliser aux élèves une capsule vidéo qui explique la méthodologie de la production orale, de la certification du DELF et qui propose en plus une simulation de passation d'examen. Donc les élèves vont se transformer
en professeurs ou en concepteurs de livres pédagogiques et vont insérer une capsule, vont créer de A à Z une capsule vidéo. Donc les avantages, c'est que l'élève devient acteur de son apprentissage, apprend en faisant. Ça suscite une certaine motivation et une adhésion, hein, parce que les élèves aiment beaucoup créer des productions vidéo, etc. Hein. Ils font partie de cette génération digitale native, donc ils savent très bien manier tout ça. Ça permet de développer les compétences demandées au DELF, de les mutualiser lors de travail en groupe et de manière transversale de travailler sur l'éducation à la citoyenneté numérique. D'accord, puisque en fait ici on va travailler sur tout ce qui est l'éducation aux médias, etc. Donc je vous montre rapidement le processus de réalisation. Donc dans un premier temps, nous avons vu les capsules vidéo qui se trouvent sur le site achetefleu.com. Donc ici je vous ai inséré 2 vidéos qu'on peut regarder peut-être rapidement, ou une des deux, comme vous préférez. Une vidéo où on a une explication des épreuves collectives sans faire apparaître le visage d'acteurs, etc. Et dans la deuxième vidéo, une simulation réelle avec de vrais candidats, etc. Comme ça, on laisse le choix aux élèves de choisir le type de vidéo qu'il veut faire. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on peut regarder la première seulement capsule vidéo. Okay, très bien. Les épreuves collectives du DELF Junior Scolaire B1. Bonjour, je vous présente Adelina. Adelina est canadienne et elle va bientôt passer le DELF scolaire et junior B1. Ce matin, Adelina a reçu sa convocation aux épreuves. Sur la convocation, il y a le lieu, le jour et l'heure des épreuves collectives. Attention, il faut arriver 30 minutes avant le début des épreuves et apporter sa convocation et une pièce d'identité. Le DELF est un diplôme officiel du ministère de l'Éducation nationale français. Il faut donc bien respecter les règles de passation des épreuves. Sur la table d'examen, on peut prendre uniquement sa convocation et sa carte d'identité, un stylo noir ou un stylo bleu. Si on le souhaite, on peut aussi prendre un crayon à papier et une gomme. Il faut ranger tout le reste dans son sac. Son téléphone portable éteint, sa trousse, ses cahiers et ses feuilles personnelles, puis déposer son sac à côté du bureau. Très bien. Donc vous voyez ici, en fait, c'est une capsule vidéo qui décrit un peu comment se passe le DELF. Le DELF scolaire et junior de niveau B1. Dans l'autre vidéo, bon, je ne vais pas vous la montrer parce que voilà, je pense que vous pouvez aisément voir de quoi il s'agit. C'est une simulation filmée. Excuse-moi, je voulais juste signaler parce que certains participants n'ont pas pu voir la vidéo, je ne sais pas pour quel problème technique, mais je vous ai mis dans le chat le lien qui vous permet de voir toutes les vidéos de Hachette Fleu pour la collection DELF. Elles sont toutes en accès libre. C'est très facile pour les enseignants et pour les élèves également d'accéder à ces ressources numériques. Vous avez le lien dans le chat. Voilà, pardon. Non, parfait. Bah, voilà, exactement. Donc, vous pouvez vous appuyer
sur ces vidéos. Hein, moi, je les ai utilisées. Donc, je les laisse choisir le type de vidéo qu'ils veulent réaliser. Donc, une fois qu'on a analysé ensemble ces vidéos, on va passer à l'écriture du scénario. Donc, pour le scénario, puisqu'il s'agit d'enseigner à ceux qui vont regarder la vidéo la passation d'un oral, d'un écrit, etc., on va reprendre les phrases que l'on trouve, que l'on a travaillées ensemble en classe, et on va réaliser le scénario de la vidéo. Donc d'un côté l'action du film, de l'autre les dialogues. Et à partir de ce scénario, nous allons réaliser d'abord le storyboard. Donc, ah oui, pardon, j'ai oublié. Pour l'écriture du scénario, vous pouvez très bien utiliser les actes de parole ou les connecteurs logiques, les faire travailler dessus et leur faire réaliser les dialogues en utilisant tous les actes de parole attendus pour argumenter un point de vue. Je pense au B2, au B1 où on doit défendre son point de vue. Les phrases sont toutes faites, ils doivent simplement les mettre ensemble. Donc, une fois qu'ils ont écrit leur scénario, on réalise le storyboard. Donc ici, vous voyez, ils se prennent en photo, ils découpent en unités d'action qu'ils vont filmer par la suite. Ensuite, on passe au tournage, aux commentaires et à l'enregistrement audio, au montage audio-vidéo et au visionnage collectif. Donc, je peux vous montrer, je pense, juste le début. Bon, même s'il n'y a pas de son, c'est pas très, je pense, important. Juste pour voilà, vous montrer vraiment la première minute de ce que peuvent faire les élèves. Buongiorno a tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une vidéo de la production orale du DELF scolaire niveau B1. Au DELF B1, la section de l'oral comprend 3 exercices. Le premier consiste à vous présenter brièvement. Le second, à jouer un dialogue en interaction avec l'examinateur. Et pour le troisième, il s'agira d'exprimer votre point de vue à partir d'un court texte de quiz. La durée totale de la section orale est de 10 à 15 minutes. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Pierre, je suis né à Berne en octobre 2002 et maintenant je suis 16 ans. Je fréquente ici l'université à Paris et j'habite dans une maison de 4 étages avec ma mère, mon père, ma sœur, mes grands-parents et aussi mon chien et mes 2 chats avec nous. Je suis à ma meilleure amie qui s'appelle Victoria, elle a 16 ans et elle habite aussi à Paris, pas trop loin de chez moi. Et nous nous retrouvons tous les jours, même si fréquente une école différente. Très bien. Donc vous voyez ici un exemple de projet assez simple, sans gros moyens, qui permet aux élèves de remobiliser l'ensemble de leurs compétences et de se rassurer aussi sur l'examen. Ok. Avant-dernière stratégie, pratiquer l'évaluation et l'auto-évaluation. Donc ça, l'évaluation, c'est toujours un moment assez difficile. Comment savoir évaluer les élèves. Bon, ici, l'évaluation, vous savez tous ce que c'est. C'est vraiment essayer de prendre le pouls un peu d'une situation et de voir si les informations et les performances ont été acquises et quel chemin encore il faut parcourir pour atteindre nos objectifs. Donc, cette mesure, elle peut se faire selon plusieurs évaluations. Donc ici, je vous ai prévu un exercice de reliement, d'appariement, pour revoir un petit peu quels sont les types d'évaluation. Donc l'évaluation diagnostique que l'on fait à nos élèves pour voir leur niveau. Donc moi, je leur propose directement une simulation au départ pour leur dire voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, il faut pas paniquer, mais c'est notre objectif final. On a encore 30 heures
pour se préparer. Donc, c'est notre objectif. Et ça permet aussi de mesurer leur niveau. Donc, nous avons aussi l'évaluation formative pour recueillir les points forts et les points faibles, certificative pour la performance, normative pour évaluer les résultats selon une norme, une référence, critérié pour mesurer la performance d'un étudiant en fonction des critères. Donc ça peut être les critères des grilles d'évaluation utilisées par les examinateurs. Et enfin, l'évaluation sommative qui intervient à la fin du cours et qui peut aussi être sujet à une note. Donc, ce sont les types d'évaluation que nous pouvons utiliser avec nos élèves. Je vais vous demander, je pense, rapidement, on peut peut-être sauter cette activité. Est-ce que vous pouvez directement répondre dans le chat si vous voulez. Est-ce que vous pratiquez l'auto-évaluation en classe? Est-ce que vous la pratiquez souvent, rarement, jamais, toujours? Quelles sont un peu vos pratiques de classe par rapport à l'auto-évaluation? Vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez. Parce que, bon, je crois que souvent on a tendance à ne pas forcément utiliser l'auto-évaluation. C'est pas toujours évident de l'insérer dans ces cours. Donc, c'est très bien. Très bien, très très bien. On va voir directement ce que vous en pensez et quelles sont vos pratiques de classe. Voilà, donc vous avez comme d'habitude le QR code qui a changé depuis tout à l'heure, donc QR code et code pour vous connecter. Entre-temps, Marilène, si en attendant les résultats, je peux juste te passer quelques questions, sinon on peut peut-être les traiter à la fin. Comme tu peux. Bien sûr, bien sûr. À propos de la durée de la validité du DELF, parce que le DELF a une valeur à vie, mais le diplôme, est-ce qu'il doit être mis à jour? Il est évident que le niveau de connaissance va évoluer avec le temps. En tant que prof de français à l'université, je préfère accepter des documents pas plus vieux de 5 ans. C'est bon selon vous? C'est une question. Ah oui, alors ça c'est vrai que c'est assez c'est une thématique souvent parce que j'ai aussi travaillé à l'Alliance française et c'est vrai qu'on avait souvent des demandes de reconnaissance de diplôme. Alors il faut savoir en fait que c'est à vie. Alors je comprends ce que vous entendez par rapport à la fraîcheur du français. Ça c'est vrai. Mais normalement le DELF est reconnu et c'est un diplôme à vie. Donc, on ne devrait pas refuser cette certification. Mais c'est vrai qu'après, il faut tester pour voir si le français est toujours frais. Hein, mais pensez que, je crois que en 2002, les niveaux ont changé et on nous demandait encore de convertir les niveaux parce que ça comptait pour des points, pour des concours, etc. Donc ça avait encore la validité, même si les diplômes avaient été passés avant 2002. Merci. Sinon, on a des réponses dans le chat par rapport à la question. Pratiquez-vous l'auto-évaluation? Très bien, vous pratiquez. Quelquefois, malheureusement, de temps en temps, rarement. C'est les réponses qu'on a dans le chat, plus de celles qu'on peut voir à l'écran. Ok, bravo, parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que parfois j'ai du mal à insérer dans mes classes. Et en fait, c'est vrai que quand on le fait, on se rend compte que vers l'évaluation, c'est important. L'auto-évaluation, ça remplace pas l'évaluation, mais c'est vraiment un moment pour prendre connaissance, mesurer et voir ce que nous sommes capables ou non de faire et de réajuster. Donc, je vais vous montrer les types d'auto-évaluation que nous avons à disposition. Donc, ici, par exemple, à la fin de chaque section, de chaque compétence, on a une évaluation de manière un peu de discrimination, puisque
je comprends, je suis capable de comprendre ou non, avec un petit test sous forme de BD pour dédramatiser la chose. Donc en fait, je me suis aperçue que ce moment-là était assez important pour, si vous voulez, lancer le débat en classe et voir pour chacun quel était l'état des lieux. Donc c'est vraiment une étape à ne pas laisser de côté. Et enfin, comme vous l'avez dit déjà au début, faire des examens blancs pour habituer les élèves aux conditions d'examen. Donc, une épreuve blanche classique à faire, selon moi, au moins 4 ou 5 fois avant l'examen. Et si vous avez envie, vous avez une vidéo qui est qui change un peu justement pour aller contre l'ennui des élèves et où vous pouvez, de manière interactive, alors oui, pardon, c'est dans les vidéos, vous avez cette examinatrice qui vous pose des questions et vous laisse un temps pour, répondre vous-même, répondre tout seul. Donc ça peut être aussi fait en autonomie. Nous allons passer l'épreuve individuelle du DELF à l'épreuve se déroule en 3 parties. Une première partie qui est l'entretien dirigé, ensuite le monologue suivi et enfin l'exercice en interaction. Pour cette première partie de l'exercice en interaction, vous allez vous présenter, parler de vous, de vos goûts, de votre famille. On commence? Alors, comment vous vous appelez? Et vous avez quel âge? Vous habitez dans quelle ville? Très bien. Donc, en fait, ici, on voit que en autonomie, l'élève, parce que nous avons toujours des élèves un petit peu stressés, etc., ils peuvent très bien s'entraîner tout seuls à la maison avec cette vidéo et être vraiment face à face avec l'examinateur. Donc voilà, ce sont 2 possibilités pour pratiquer l'auto-évaluation. Donc en résumé, la simulation de l'examen, pardon. Donc en résumé, on sait très bien, ça augmente l'autonomie et la motivation de nos élèves qui se voient rassurés de voir que dans des conditions similaires à l'examen, ils peuvent réussir et que s'ils l'ont déjà fait, ils peuvent le refaire sans problème. Ces moments-là permettent d'intégrer la méthodologie de l'examen par le biais de l'expérience personnelle. Ça nous permet aussi de réviser de manière continue toutes les compétences qui sont attendues pour chaque niveau d'examen. Et, chose très importante, ça permet de faire baisser leur niveau d'anxiété. Donc voilà, c'est les 6 stratégies que je vous ai proposées aujourd'hui et qui, je pense, peuvent permettre à nos élèves de réussir le DELF sans trop de problèmes. Donc voilà, je vous remercie de votre attention pour un après-midi assez long et je vous dis à bientôt. Non, bah, attends, c'est pas encore fini. Oui. Non, je voulais Donc, dire. je passe la parole à Nicolas, pardon, excusez-moi. Je voulais juste dire aux participants que vous avez, si vous voulez rester encore avec nous pendant quelques minutes, vous avez encore la possibilité, on est là, vous avez la possibilité d'écrire vos questions dans le chat parce que justement, on va vous donner la possibilité de vous exprimer et on va recueillir vos questions. Et en même temps, je remercie Madame pour son exposé qui vraiment, on sent vraiment que ce dont elle nous parle vient de son expérience réelle d'enseignement avec les élèves italiens en particulier, car elle enseigne à Bar et dans les Pouilles, donc elle connaît très très bien notre réalité et tout ce qui concerne le DELF en tant qu'examinatrice également, donc elle connaît les 2 côtés, la préparation des élèves et l'évaluation à travers la passation d'examen. Donc, merci. Et en fait, en vous laissant le temps d'écrire vos questions dans le chat, je voulais souligner un aspect qui concerne le contact très proche entre les manuels de préparation au DELF de Hachette Bleu et l'examen. C'est-à-dire, lorsque tu as résumé, Marilène, les principales techniques et astuces et les principaux points forts
traiter avec les élèves pour les préparer. Je crois que, à mon avis, un des éléments auxquels je suis le plus sensible, c'est la connaissance de l'épreuve. Tout le travail sur les compétences orales et écrites dans la collection DELF de Hachette Fleu part à chaque fois de la connaissance de l'examen à travers le diplôme, lire le diplôme, qu'est-ce qu'on va obtenir, quels sont les points attribués aux épreuves, comment se déroule l'épreuve. Et parmi les vidéos qu'on a vues ou que tu as citées, nous avons en lien avec la méthode toute une série de vidéos qui ont été tournées lors de passations d'examens réels, c'est-à-dire on a vraiment filmé des élèves, des vrais candidats qui passaient leurs examens et on les a mis parmi les contenus numériques de cette collection, ce qui permet non seulement de connaître les épreuves d'un point de vue théorique et avec toute une série des batteries d'exercices qui se basent sur la connaissance de l'épreuve, mais aussi de voir comment ça se déroule en vrai. Et ça, c'est incroyable parce que ça permet aux élèves de réduire presque totalement le stress qu'on peut avoir lorsqu'on va passer l'examen pour qu'ils puissent en fait se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la passation de l'examen, sans se faire distraire par l'émotion qui est due généralement au fait qu'on ne connaît pas l'épreuve. Donc voilà, à mon avis, un atout très important de notre collection. Ensuite, je voulais profiter, si Maria-Louise, tu veux me passer l'écran juste une minute, pour vous présenter, pour résumer quelles sont les collections qui sont à votre disposition et que vous pouvez demander, même si vous êtes enseignant, vous pouvez les demander en spécimen au réseau commercial de l'éditeur La Scuola en Italie. Sur le site lascuola6.com, vous avez dans l'onglet Contatti, vous avez les adresses, les numéros de téléphone, email des agents La Scuola qui distribuent nos ouvrages. Donc voilà, vous voyez à l'écran, vous allez voir à l'écran, pardon, la composition des collections. Donc tout d'abord la collection DELF, qui est la collection pour préparer l'examen dont nous avons parlé aujourd'hui, du A1 au B2, la collection est complète, et les sites internet avec tous les contenus numériques sont complets également. Et on mettra à votre disposition le livre numérique également. Donc c'est une collection qui existe en papier, mais qui a, avec le papier, le livre numérique offert. Ensuite, je vous rappelle simplement que nous avons des collections qui, à l'intérieur des pages des méthodes de français, ont également des sections de préparation au DELF, que ce soit pour le collège. Là, vous voyez à l'écran les volumes principaux de Formidable Extra, qui est notre méthode principale pour le collège, Scuola Media. Voici toutes les couvertures de la collection Formidable Extra, donc en édition 3 volumes ou en édition compacte, avec les volumes pour l'éducation civique, Agenda 2030, renfort de grammaire et volume pour tous. Ensuite, nous avons pour la Scuola Secondaria di Secondo Grado une toute nouvelle grammaire de français, qui est Focus Grammaire du français, qui reprend en fait en partie un modèle d'une grammaire qui a été publiée à l'international en français. Mais là, par contre, c'est une grammaire qui est écrite, dont les règles sont écrites en italien et qui est construite pour les établissements scolaires italiens. Donc, c'est Focus Grammaire du français du niveau A1 au niveau B2. Voici une double page. Et c'est parmi les nombreux atouts de cette grammaire, j'aime bien insister sur le fait que c'est la seule grammaire qui vous aide systématiquement à enseigner à vos élèves quelles sont les conséquences phonétiques de chaque règle. Parce que c'est vrai, il faut connaître une règle de grammaire pour pouvoir écrire correctement le français, mais il y a toujours des implications dans la langue orale également pour chaque règle. Et nous, vous voyez, c'est le point numéro 3 dans la page de gauche, vous voyez, à chaque fois, on expose les conséquences dans la prononciation des règles de grammaire. Ça, c'est une caractéristique très spéciale de notre ouvrage. Ensuite, pour la Scuola Secondaria di Secondo Grado, nous avons également une méthode de français, c'est à vous, et Contact également, et Contact Pro pour les instituts professionnels. Ce sont des méthodes qui présentent
dans les pages, toujours des sections de préparation aux examens DELF, avec la méthode, tout au long de la méthode. Pour les sections ESABAC en particulier, nous avons un cours d'histoire pour la 3e, 4e et 5e année des lycées. Et pour l'enseignement du français en français, Hachette-Fleu a des méthodes qui sont surtout utilisées dans les écoles de langue, mais je crois que parmi notre public aujourd'hui, nous avons des enseignants de Alliance française ou d'Institut français, peut-être aussi. Donc voici la méthode Inspire, qui est la toute nouvelle méthode de français, actuellement du niveau A1 au niveau B1, donc en 3 niveaux. Et puis nous avons la méthode Cosmopolite qui, elle, arrive jusqu'au niveau C2 à partir de 0. Et la collection Lire en français facile pour travailler la lecture en français. Voilà, nous vous fournirons le PowerPoint des présentations, que ce soit la présentation de Marilène ou cette petite présentation éditoriale que je viens de vous faire. Donc vous aurez également les liens pour feuilleter les collections dont nous avons parlé à l'intérieur du PowerPoint. Et vous aurez également les adresses e-mail de Diane Guerrier, qui est la conseillère pédagogique pour l'Italie de Hachette-Fleu, qui n'est pas avec nous aujourd'hui juste parce qu'elle a pris une grosse grippe, elle a une extinction de voix totale, donc bon rétablissement Diane, mais elle est avec nous, j'en suis sûr. Et ensuite, vous avez mon adresse email à moi, Nicolas Prinetti, et l'adresse de Violaine Jamen, qui est notre responsable depuis Paris, pour les éditions Hachette-Fleu en Italie. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne le contenu éditorial. Je vais lire les questions que vous avez faites. Mais d'abord, la question qui concerne le PowerPoint, oui, je crois que Marilène est d'accord. On pourra fournir aux participants le PDF de ta présentation. Donc, en même temps que l'attestation et que le lien pour revoir l'enregistrement, vous aurez le PDF de la présentation de Marilène. Donc, ne vous inquiétez pas à ce propos. Question. Pour remplir le formulaire A1, il vaut mieux inventer une adresse française et un numéro de téléphone français. Là, je ne sais pas. Je ne comprends pas très bien la question, Marilène, mais j'espère que toi, tu la comprendras. Oui, alors oui, je vois, c'est le formulaire. Oui, il vaut mieux inventer une adresse, une fausse adresse pour entrer dans l'optique de je suis français, je m'entraîne comme si j'étais un Français, c'est mieux. Mais vous pouvez l'inventer et vous pouvez le donner la même pour tous vos élèves, hein. Parce que c'est vrai que c'est mieux, par exemple, en français, le chiffre est avant la rue, alors qu'en italien, c'est le contraire. Donc, moi, je dirais, comme stratégie, faciliter le travail de l'examinateur. Comme ça, l'examinateur qui n'a pas de doute, ce sera c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Donc oui, inventer une adresse française. Ensuite, nous avons des questions qui concernent les changements des épreuves, je crois, par rapport au nouveau format. J'ai mis dans le chat une adresse une adresse où vous pouvez trouver en fait une interview à notre auteur qui est Nelly Mousse, qui est auteur de nos manuels DELF et qui est également chargée de projets pour France Éducation Internationale. Donc, elle s'occupe soit d'écrire les épreuves auxquels vos élèves doivent faire face et d'écrire les manuels de préparation au DELF. Donc, nous avons des auteurs qui travaillent à France Éducation Internationale pour nos manuels de préparation. Et donc, le lien que je vous ai mis vous permet de voir une interview à Nelly Mousse qui explique quelles sont les particularités du nouveau format d'épreuve par rapport à l'ancien. Ensuite, nous avons des messages très gentils de remerciements. Je vais te les dire, Marilène, parce que ça fait plaisir. Merci pour ce webinaire, très bien exposé et très bien organisé. Merci. Et merci à Maria-Louise aussi qui nous suit pour la technique. Vous avez été très clair. Une question sur la production écrite. Comment enseigner aux élèves à compter les mots? Ça réduit le stress. Ah oui, très bonne question, très bonne question. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas montré dans
sur le PowerPoint, mais vous avez une technique, en fait, c'est que lorsque vous avez un signe de ponctuation ou une élision, un trait, c'est un mot. Par exemple, l'amour, c'est un seul mot, alors que il y a, vous avez 3 mots parce qu'il n'y a pas de signe entre les mots. Donc voilà, c'est la règle. Mais ça, vous pouvez le retrouver facilement sur Internet ou dans le livre. D'ailleurs, on le dit, c'est un exercice à faire par ses élèves, en fait, puisque c'est demandé de compter. Ce n'est pas pénalisé, hein, mais on demande aux élèves de compter les mots de la production écrite, chose que parfois ils oublient. Oui, j'ai j'ai oublié, pour le côté enseignant, j'ai oublié de parler, lorsque j'ai montré nos ouvrages, de la collection F. En fait, nous avons une collection qui est consacrée à la pédagogie, car chez Hachette Fleu, c'est vrai on construit des manuels scolaires, des manuels de préparation en DEF, mais pour faire cela, on a recours à tous les professionnels de l'enseignement, que ce soit les enseignants, les responsables d'établissement, le personnel des ministères et tout. Et donc, vu qu'on a la chance de fréquenter ces personnes très expertes dans leur domaine, on a une collection consacrée à la pédagogie et à tout ce qui concerne l'enseignement en classe. Ça ne concerne pas le compter les mots, mais lorsque tu as dit dans nos manuels, on parle aussi de comment compter les mots, ça m'a fait penser, oui, on parle dans d'autres manuels également de comment gérer le tableau en classe, comment gérer des classes multiniveaux, etc., comment se consacrer à l'oral et tout. Et donc, j'ai mis dans le chat le lien à la collection F pour que vous puissiez également puiser des contenus qui peuvent vous servir en classe dans ce genre d'ouvrage aussi. Ensuite, nous avons des messages très, très intéressants. J'espère pouvoir préparer mes élèves. Merci beaucoup. Cette année, il y aura des élèves qui ont fait beaucoup de cours à distance pendant des mois. Il y aura un peu plus de tolérance à l'oral. Question pour Marilène en tant qu'examinatrice. Alors, tout dépend de ce que ça veut dire tolérance. En fait, quand on est formé en tant qu'examinatrice ou examinateur, le concept de bienveillance est toujours à l'ordre du jour. Après, il y a des critères, il y a une grille d'évaluation, donc je dois respecter la grille d'évaluation. En tout cas, soyez sûr que si votre élève a un niveau réussi au niveau B1 ou au niveau B2, c'est vraiment que sa compétence est B1, B2. D'accord? Donc, bienveillance, oui, ça c'est sûr. Après, bon, tout dépend, voilà, de ce que veut dire tolérance. D'accord, merci. Voilà. Bon, merci. Il ne nous reste qu'à remercier tous les enseignants qui ont participé. Je vous remercie car vous étiez plus de 200 à participer. Ça veut dire qu'il y a vraiment de l'intérêt autour de la thématique DELF et on espère vous avoir donné des informations qui vous seront utiles pour votre travail avec les élèves. Et merci vraiment Marilène pour avoir partagé ton expérience dans ce domaine. Et merci encore à vous pour avoir participé. Au revoir, à bientôt de la part de Hachette et la Sport.